On voit des baraques. Bonjour Christophe Cogniet, merci d'être là pour présenter votre film À pas aveugle. En 20 ans, vous avez réalisé une bonne dizaine de documentaires, courts et longs métrages, dont nombre déjà s'intéressaient à la question de la photographie ou de la peinture dans les camps d'internement ou d'extermination. Comment vous avez eu accès à ces photographies? Peut-être c'est important déjà de le rappeler. Ça fait effectivement 20 ans que je travaillais sur cette question. Et j'ai fait, qui est sorti en 2014, un film précédent qui s'appelle Parce que j'étais peintre, qui était sur les dessins clandestins faits dans les camps. Et à cette occasion, j'ai arpenté et visité bon nombre d'endroits de conservation dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Israël, pour recueillir, pour aller voir en fait les originaux de ces dessins issus des camps de la Seconde Guerre mondiale. Alors en particulier donc les camps de concentration, pas moins les camps de transit, ce qu'on appelait les camps de transit pendant un temps, et moins les ghettos, puisque c'est pas les mêmes conditions d'effectuation des images. Et en faisant ce travail de récolte, j'ai trouvé à cette époque des photographies dont une bonne part sont dans ce film À pas aveugle que j'ai fait après. Et à l'époque de Parce que j'étais peintre, j'ai eu l'intuition, sans trop savoir pourquoi, qu'il ne fallait pas mettre les photographies sur le même plan d'une certaine façon que les dessins, sans trop savoir pourquoi, c'était assez intuitif. Et plus tard, en allant voir la présentation d'une revue qui s'appelle Ligne de risque, qui était consacrée à Leib Rochman, alors je le prononce peut-être mal, Leib Rochman ou Leib Rochman, qui est un écrivain en langue yiddish, qui a fait un livre qui s'appelle À pas aveugle de par le monde, qui est issu de son expérience pendant la Shoah. Il n'a pas été interné, lui, mais il a fui, évidemment, et il s'est caché pendant toute cette période. Et c'est le titre, en fait, qui m'a troublé, ou cette idée de À pas aveugle, et je me suis souvenu des photographies de ce photographe français qui est dans le film, qui s'appelle Georges Angélique, que j'avais rencontré. C'est le seul que j'ai rencontré de tous les photographes dont il est question dans ce film. Où Georges m'avait raconté que son appareil photo, il l'avait mis comme ça, caché sous des journaux, sous son bras, et donc il faisait les photos à l'aveugle, un peu comme ça, sans regarder avec son corps. Et ça a fait-il comme ça, et je me suis dit, mais la différence entre un dessin et une photographie, c'est que pour faire un dessin, il faut avoir vu. Mais on n'est pas obligé d'être face au sujet pour faire le dessin, c'est-à-dire beaucoup de dessins ont été faits le soir de mémoire dans le bloc, ou alors griffonnés à la hâte et puis repris le soir Voilà. Alors que la photo, c'est exactement l'inverse. On n'est pas obligé de regarder pour faire une photo, on peut faire une photo les yeux fermés, mais par contre, il faut être en face du sujet. Voilà. Et ce changement de rapport entre le corps et le sujet, entre le regard et le corps et le sujet et le lieu, en fait, m'a donné l'envie de faire ce second film sur ce film après, sur les photographies clandestines. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à rechercher les photographies que j'avais déjà repérées d'une certaine façon dans les sites ou les mémoriaux des anciens camps. Et puis j'en ai trouvé d'autres. J'ai trouvé deux, trois autres corpus que je ne connaissais pas à cette occasion. Les archivistes de ces endroits, me connaissant un peu avec mon film précédent, ça a été plus facile, disons, pour les trouver. Voilà. Et après, l'idée du film lui-même, la construction du film, qui est sous forme d'enquête, un peu comme les autres films d'ailleurs aussi. Et là, et même plus qu'une enquête, c'est aussi une reconstitution. Ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que vous cherchez à donner à voir, du coup, dans cette reconstitution des lieux? Pas reconstitution des lieux, pardon. Oui, des photographies, oui. Alors moi, ce que je ne cherche pas à donner à voir, je cherche moi-même à voir déjà. C'est-à-dire, mon travail, pour moi, un cinéaste, c'est quelqu'un qui cherche des perceptions, qui cherche à produire des perceptions. Donc c'est ce que je cherche, en fait, dans le film. Et dans la plupart de mes films, d'ailleurs, c'était aussi valable avec les dessins, mais avec d'autres mises en scène, d'une certaine façon. Donc ce que je cherche, c'est à voir si ces photographies peuvent
porter une connaissance sensible des événements. La connaissance intellectuelle, on l'a. C'est-à-dire que le travail depuis 70 ans des historiens, l'énorme travail de récolte de témoignages qui a eu lieu, nous donne, alors il y a encore des choses à trouver, il y a encore des choses à chercher évidemment sur la Shoah et sur l'univers concentrationnaire, mais on commence à en avoir une connaissance relativement conséquente. On sait ce qui s'est passé quand même. Voilà. Mais donc je ne pense pas qu'une image puisse nous apporter une connaissance nouvelle. Par contre, elle peut nous avoir une perception, c'est-à-dire une connaissance sensible, quelque chose qui passe par les sens. Et c'est quelque chose de très important pour moi de passer par ce rapport au sens. Et je pense que le cinéma est le lieu, en fait, de cette recherche, puisque c'est affaire de perception. La deuxième chose qui est importante pour moi, c'est qu'on résume trop souvent la photographie à sa seule dimension d'image, en fait, à sa seule dimension visuelle. Mais une photographie, c'est aussi la trace d'une rencontre. La trace d'une rencontre entre des corps, entre un lieu. Donc c'est aussi un acte. Il y a une dimension physique. Faire une photo, c'est un petit coup, c'est faire un petit rapt, c'est voler quelque chose au réel à chaque fois. Donc c'est presque comme faire un film de gangster, un film comme Ocean Eleven d'une certaine façon. C'est voir comment on repère, comment on trouve un appareil photo, comment on trouve de la pellicule, comment on attend qu'il y ait de la lumière. Comment on attend de ne pas être surveillé, comment donc il y a à chaque fois une petite histoire à raconter en fait dont la photographie est à la fois le résultat et la trace en fait. Donc c'est ça que j'essaye de faire dans le film, c'est à la fois regarder les photographies comme des images, donc on les regarde parfois jusqu'au seuil de leur visibilité. Et puis, on retrace cette petite aventure à chaque fois, on cherche à la comprendre en tout cas, à enquêter dessus, qui a mené à la prise de vue en fait. C'est pour ça que je parle plus d'ailleurs de prise de vue que de photographie, parce que dans l'idée de prise de vue, on retrouve cette idée du corps, du geste, de l'acte photographique qui est fondamentale. Et c'est aussi quelque chose qu'une équipe de cinéma sait très bien, c'est-à-dire qu'on fait des films, on sait très bien que faire un film, c'est amener une caméra quelque part, c'est garer le camion de matériel quelque part, c'est attendre qu'il y ait de la lumière, etc. Donc toute cette dimension très pratique, très physique de la photographie ou du cinéma, on l'a en fait en nous, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Donc le film a cette espèce de double récit d'une certaine façon, qui est l'histoire de ceux qui cherchent. Donc il y a moi qui cherche avec des historiens, avec mon équipe aussi, qui fait partie des gens qui recherchent les lieux où ont été faites les photographies et les points de vue. Et puis évidemment on raconte aussi par bribes, parce qu'on ne sait pas tout, ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire comment la prise de vue a été faite. Et ce faisant, c'est comme faire une espèce de petite incursion, le temps d'une photographie, c'est-à-dire un éclat de secondes, c'est faire une petite incursion dans ce qui fut, en fait. Et donc il y a un rapport entre le passé et le présent qui va se jouer comme ça, que le film cherche à travailler. Et peut-être pour revenir sur la question de l'image, hein, pas seulement de là par où on en est passé, enfin par où ils en sont passés pour arriver à l'image. À un moment du film, vous dites, si on pouvait identifier une de ces femmes, cette image serait irregardable. Vous parliez tout à l'heure là de limites. Là, j'imagine que vous avez frôlé ces limites à plusieurs moments, mais est-ce qu'il y a des images irregardables ? Oui, je crois. C'est pour ça que j'ai une position assez étrange, puisque vous parliez tout à l'heure du débat qu'a opposé Georges Duberman à Claude Lanzmann. Il n'y a pas que, hein, il y avait d'autres gens qui ont participé à ce débat. J'étais au départ plutôt du côté de Georges Duberman, puisqu'il a étudié ses photographies. Et puis petit à petit, j'ai compris la position de Claude Lanzmann. Et je l'ai compris justement par cette phrase, d'une certaine façon. Alors là, parce que dans mon film, il y a deux types d'images très distinctes et qu'il faut vraiment séparer. Il y a pendant tous les premiers 3/4 du film, ça concerne les photographies de l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire de la déportation politique. Et puis la dernière partie, ça concerne la Shoah, c'est-à-dire ces 4 images, dont 3 montrent quelque chose d'une certaine façon, qui ont été prises par des membres du Sonderkommando de Birkenau dans la zone de mise à mort des crématoriums 4 et 5. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Les autres images ne documentent pas la Shoah, ne racontent pas la Shoah, elles racontent l'univers concentrationnaire. Donc ça, et le film fait la distinction de manière très claire sur cette question.
Donc sur ces images-là, on voit à un moment donné, au loin, des femmes déjà nues, d'autres en train de se déshabiller, devant le crématorium 5, qui sont emmenées dans ce bâtiment pour être gazées, en fait. Voilà. Et cette image est prise de loin, un peu de travers, avec l'horizon qui n'est pas droit, et un peu flou. Enfin, il y a un léger flou de bouger, mais surtout un flou de distance, en fait. Et même en se rapprochant, même en zoomant dans l'image, on ne peut pas reconnaître ces femmes. Et c'est là que je dis, si on pouvait les reconnaître, cette image serait regardable. Parce qu'imaginez qu'on puisse identifier quelqu'un au moment de sa mort, au moment comme ça, de sa mise à mort, ce serait insupportable. Personne ne veut être montré comme ça, parce que c'est quand même une photo qui a été prise, même si c'est une photo qui est prise par des déportés, par des membres du Sonderkommando. Donc les Sonderkommando, c'était ces gens qui étaient pris dans les convois par les SS, obligés à faire le sale travail, disons, de la mise à mort, c'est-à-dire ramasser les vêtements, charrier les cadavres après, une fois la mise à mort. Donc même si c'est fait par des déportés, c'est quand même une image qui est faite à l'insu de ces femmes, en fait, et qu'on voit nues, etc. Et il est évident pour moi que si on pouvait les identifier, il ne faudrait pas les diffuser. Il ne faudrait pas les regarder, en fait, pour des histoires de dignité simples. Et je pense que c'est ça que voulait dire Lanzmann, en fait. Quand il dit s'il y avait une image de l'intérieur d'une chambre à gaz, je la brûlerais. Et je comprends ça, en fait. Donc on peut faire un film qui affirme au début, puisque ces images ont été faites, il faut les regarder, et en même temps se dire que si on pouvait identifier ces femmes à ce moment-là, ces femmes-là, à ce moment-là, dans ce lieu-là, il ne faudrait pas les regarder. Voilà. Par respect, indécence. Exactement, par respect, indécence, puisqu'elles n'ont pas donné leur autorisation pour être montrées ainsi à ce moment-là de leur vie, c'est-à-dire de leur mise à mort. C'est toutes les autres photos dans le film qu'on voit, et qui, encore une fois, ne concernent pas la Shoah, concernent l'univers concentrationnaire. Il y a d'autres femmes, il y a même des femmes qui se sont elles-mêmes photographiées, qui sont les femmes de Ravensbrück, qui avaient subi des opérations entre guillemets médicales, donc des tortures en fait faites par les SS, c'est elles-mêmes qui ont décidé de se photographier. Donc si elles se décident de se photographier, qu'on peut les identifier, on les regarde puisqu'elles nous ont montré ces images. Mais ces femmes-là qui sont conduites, elles n'ont pas demandé à être photographiées. Donc c'est parce que leur visage est flou, d'une certaine façon, qu'on peut regarder les images, parce qu'on comprend quelque chose, on perçoit quelque chose de ce mécanisme de mise à mort, la façon dont les SS procédaient pour la mise à mort, on en perçoit un instant. Donc c'est important de le regarder, je pense, et de diffuser cette image, mais on peut le faire parce qu'on ne peut pas les reconnaître. Et ce qui m'a semblé aussi intéressant dans le film, c'est que cette démarche que vous faites, qui est pour vous d'exercer votre regard sur les images, et donc de peser les choses, comme vous venez de nous le dire là maintenant, vous conduisez le spectateur à faire la même chose. Parce que nous, spectateurs, on suit l'enquête et on réfléchit aux images en même temps que vous. Il y a quelque chose d'intéressant dans la construction du film, comme ça, qui n'est pas, je dirais, un essai cinématographique sur l'image qui nous indique comment il faut faire, mais qui en tout cas nous amène à le faire comme vous le faites. Alors, je ne veux surtout pas dire comment il faut faire, moi je ne sais pas comment il faut faire. Je ne voulais pas que le film, d'où ma présence, c'est pas du tout narcissique, je ne voulais pas que le film soit l'exposé d'un savoir préétabli au film. En fait. Si je fais un film, c'est pour comprendre quelque chose d'une certaine façon. Et donc le film est à hauteur d'homme, à hauteur de terre, à 1m60, je ne sais pas, mon regard où il est. Enfin, voilà, c'est avec l'équipe, donc quelque chose d'inclusif. C'est pour ça aussi qu'on dialogue avec des historiens qui connaissent souvent très très bien l'histoire des lieux et dans lesquels se sont déroulées ces images. C'est pour ça que j'inclus l'équipe. Et la dernière personne, évidemment, que je cherche à impliquer, c'est le spectateur. Et dans une des premières projections que j'ai faites du film, il y a un copain qui est sorti en furie du film en me disant « c'est scandaleux, dans telle image il y a ça, t'en parles pas ». Et je dis bah, « c'est exactement ce que je voulais en fait, c'est rendre le spectateur actif ». Donc évidemment que les gens voient des choses dans les images dont on ne parle pas dans le film, puisqu'on ne va pas épuiser, il y a une cinquantaine d'images de photographies dans le film, on ne va pas épuiser en quelques minutes chaque image. Donc il y a infiniment de choses
qui sont dans les images qui ne sont pas mentionnées dans le film ou qui ne sont pas mises en débat dans le film ou en discussion. Et si quelqu'un les perçoit, c'est d'une certaine façon au moins mon premier pari, entre guillemets, vis-à-vis du spectateur a été remporté, c'est que j'ai rendu le spectateur actif et pas passif en fait. Et ça vaut pour ces images ô combien difficiles des camps de concentration et de la Shoah, mais ça vaut pour tout type d'image. C'est-à-dire on doit toujours être actif face à une image et pas passif. Et donc c'est aussi une des choses qui compte pour moi par rapport à ce film, c'est que si ce film est une espèce d'exercice de regard, en fait, en disant on exerce notre regard là sur ces images, mais sur tout type d'images, en particulier les images de guerre, à une époque où où les images de guerre reviennent beaucoup plus qu'avant, même s'il y a toujours eu des guerres, mais parce que c'est des guerres qui nous sont plus proches en France en fait que celles qu'il y avait les années passées, entre la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient. On regarde aussi des images de destruction et on doit être autant actif d'une certaine façon avec ces images qu'on essaye de l'être très humblement d'ailleurs, avec nos manques, avec nos doutes, nos hésitations dans ce film, même si on convoque des spécialistes de ces lieux. C'est ça un peu aussi que si le film pouvait servir à ça aussi, ce ne serait pas inutile, quoi. Et on fait ça de manière simple, sensible, sans théorie, sans grande phrase, disons. Je dirais même que moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté quasi archéologue de votre place, c'est-à-dire où vous nous présentez un matériau et à nous d'interpréter aussi. Hein. Il y a de ça aussi. C'est pour ça qu'il y a un côté archéologique qui est important. Et alors qu'on pourrait aussi interpréter comme quelque chose une attitude, je dirais, sans pathos, intentionnellement distanciée ou froide. Alors, je suis heureux de ces remarques. Sur l'archéologie, c'était totalement théorisé. C'est-à-dire, cinéma et archéologie, pour moi, quelque chose à voir, de manière très forte. Et je me suis beaucoup inspiré d'un petit film pédagogique des années 60 polonais qui s'appelle Archéologia, où on voit des gens fouiller la terre en fait. D'abord ils mettent des fils pour délimiter 4 zones et puis ils se mettent à creuser comme ça, puis il y a une cuillère qui sort, il y a un œil de poupée, il y a une pièce de monnaie, tout ça, puis petit à petit on s'éloigne comme ça. Au début on est très près de la terre comme ça et on se rend compte qu'on est à Auschwitz. Et que c'est des fouilles qui ont eu lieu à Auschwitz. Et le réalisateur lui-même fait partie des gens qui fouillent, donc lui associe totalement. Il s'appelle Brotowski, il s'appelle Piotr Brotowski. J'avais écrit un article dans une revue sur ce film que je peux passer, parce que à chaque fois que je peux en parler, parce que je le trouve formidable, il dure 15 minutes. Enfin, c'est un court-métrage pédagogique comme on en faisait dans les années 60, ce qu'on fait moins maintenant. Et donc ça faisait partie vraiment des inspirations du film que j'avais montré à mon équipe, en disant voilà ce qu'on va faire, on va faire un travail comme ça. D'ailleurs au début du film on montre les éclats d'os qui sont encore enfouis dans la terre, dans cette zone là des crématoriums 4 et 5 de Birkenau. Donc donc le rapport entre cinéma et archéologie est d'une certaine façon plus qu'assumé, il est voulu dans le film. Et sur le non-pathos, alors ça c'est très important, c'est vraiment pour moi un des points fondamentaux, c'est-à-dire j'ai dit, c'est aussi c'est théorisé là, même plus d'une certaine façon, c'est que ce que j'ai dit à l'équipe du film, c'est que tout le monde se moque de savoir si on est ému ou pas nous, par ce qu'on va voir, par ce qu'on fait. Évidemment qu'on est ému, mais notre émotion n'est pas, n'est pas le but du film. Elle est un matériel comme un autre, notre émotion, elle passe dans le film, elle rentre dans le film, elle est dans les coupes, elle est dans la façon de filmer, elle est dans la façon de parler, de se poser dans le lieu. Mais elle ne doit jamais être, encore une fois, le but de l'expression, en fait. Hein. Elle fait partie des matériaux, mais elle n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est des perceptions. Ce n'est pas à dire « je suis ému » et « soyez ému, vous aussi ». Parce que sinon, on est dans effectivement du pathos, et ces événements sont suffisamment
émouvants eux-mêmes sans qu'on ait à en rajouter d'une certaine façon, sans qu'on ait à témoigner, nous, notre émotion. On s'en fout, en fait, de l'émotion de Christophe Cognet ou de son équipe. Et c'est pas qu'on n'en a pas, c'est le contraire d'une certaine façon. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ces lieux, je suis allé plusieurs dizaines de fois dans chacun des sites avant de les filmer. L'émotion va grandissante, hein, elle va pas, c'est le contraire en fait que ce qu'on pourrait croire au départ. Mais justement, le film doit se servir de cette émotion, qu'elle reste souterraine d'une certaine façon, qu'elle parmi d'autres matériaux, les images, la recherche historique, etc., qu'elle puisse être non pas cachée, mais pris dans un agencement en fait de choses différentes. Voilà, je me méfie énormément de l'émotion aussi dans ces endroits qu'on peut avoir, parce qu'on est toujours entre plusieurs reproches qu'on se fait, d'être trop ému, d'être pas assez ému, qu'on va sur un site d'un ancien, on ne sait jamais très bien comment être en fait. Et c'est normal. Donc on peut faire des selfies, on peut faire des choses comme ça pour se protéger d'une certaine façon, pour retrouver quelque chose à faire, etc. Moi je suis moins sévère que d'autres sur la façon dont on peut aller visiter ces endroits. Je veux dire, faire un selfie, c'est pas forcément être irrespectueux, c'est au contraire peut-être se protéger soi-même d'une émotion trop forte. Voilà. Donc, et puis des fois, on voit un bout de fer tordu et on peut être très ému en se disant « oh là là, ça rappelle un corps tordu » ou « ça a tellement chauffé que même le fer… voilà. Et puis on se rend compte que le bout de fer, c'est quelqu'un dans les années 70 qui est passé là et s'est tombé de sa poche. Enfin, voilà. Donc en plus, on assigne, on cherche des signes en fait dans ces endroits. Et donc j'avais une grande prévenance pour ce type d'émotion, un peu automatique d'une certaine façon qu'on cherchait à voir. Et donc le travail du film aussi a été d'être d'une rigueur très très grande dans ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, dans ce qu'on désigne et quand on ne sait pas, on le dit. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que j'ai écrit un livre pendant toute la préparation du film, qui a mis 2 ans d'écriture pendant tous les repérages que j'ai faits. Et l'écriture m'a permis de rentrer en moi aussi très profondément. C'est ce que permet l'écriture, ce que permet moins le cinéma. Le cinéma, c'est une pratique collective, quand même. L'écriture, c'est vraiment une façon de creuser. Le livre est paru au Seuil en 2019. Il a d'ailleurs été classé dans les meilleurs essais de l'année par Le Monde des Livres, donc c'est un livre qui a eu un petit succès critique, dans lequel je m'interroge, justement, ce que je viens de dire là, sur ma façon d'aller dans ces endroits, et je me suis tenu, dans ce livre, à décrire de manière extrêmement précise chacune des photographies du corpus, et sans rajouter d'images aux images, c'est-à-dire avec une écriture sans métaphore, une écriture sans images, en m'inspirant du poète objectiviste américain Charles Reznikoff, qui a écrit pour moi un des plus beaux livres, un des livres les plus importants sur la Shoah, qui s'appelle Holocauste, qui est un livre où il a repris des témoignages de rescapés au procès, et ces témoignages, d'une certaine façon, il les a lavés de toute image littéraire, en fait. On n'a que des faits. C'est vraiment un travail d'écriture extraordinaire, ce qu'il a fait, et c'est d'une violence et d'une puissance littéraire extraordinaire. Alors, avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, je me suis dit, je vais un peu reprendre cette façon d'écrire, d'une certaine façon, Annie Ernaux fait un peu ça, mais je n'avais pas cette référence, j'avais de Charles Reznikoff, encore une fois avec humilité, hein, je dis ça. Et cet exercice d'écriture, de décrire les images comme ça, sur 1 page et demie, 2 pages, chaque photographie, sans métaphore, sans image littéraire, m'a donné une connaissance de ces images, justement en enlevant toute pathos, toute chose comme ça, en fait, qui d'une certaine façon les a rendues dans leur nudité, j'allais dire, dans leur crudité peut-être encore plus forte. Voilà, c'est ça que… Et donc c'était ça le matériau du film, en fait. C'était ce livre, c'était cette expérience d'écriture, et c'était tout ce travail de repérage que j'avais fait.